Alors, Monsieur Landry, j'espère que vous êtes bien avec nous. Sans plus tarder, pour lancer le débat, je vais faire l'honneur à Madame le ministre de lui poser la question suivante. Madame le ministre, dans les fonctions que vous occupez, vous êtes assez bien placée pour nous dire quels sont les risques auxquels les enfants sont exposés et quelles sont les réglementations au Cameroun qui encadrent l'utilisation de la technologie numérique par les enfants. Madame le ministre, à vous la parole. Merci. Comme j'ai très peu de temps, je fais économie des formalités de politesse d'usage. Je voudrais qu'on reconnaisse... Vous pouvez, Madame le ministre. Ah oui. Oui, Bonjour, je saisis cette opportunité qui m'est donnée. Je voudrais dire que reconnaissons d'abord tout ce que l'utilisation croissante de l'Internet a conduit à de nouveaux défis pour les communautés nationales et internationales. En effet, plus nous sommes connectés, plus nous nous exposons aux menaces cybernétiques. Et qu'en est-il donc pour nos enfants? Devant donc cette explosion des technologies numériques, les enfants et les jeunes bénéficient de possibilités sans précédent de communiquer, d'entrer en relation, de partager, d'apprendre, de se distraire, d'accéder à des informations et à exprimer leurs opinions sur des questions qui touchent leur vie et leur communauté. Cependant, cet accès élargi et facilité aux services sur Internet pose aussi des enjeux majeurs concernant donc la sécurité des enfants, que ce soit en ligne même ou hors ligne. Les jeunes aujourd'hui sont confrontés à de nombreux risques graves. Ils sont jeunes et leur avenir se trouve hypothéqué. Ça, c'est le grand risque. Parce qu'il y a la confidentialité, la violence entre enfants, contenus violents qui leur sont proposés, des contenus qui sont inappropriés pour leur âge, et même des escroqueries sur Internet, des crimes contre les enfants, où on manipule leur psychologie sur Internet. Et la plupart du temps, ce qui est visible, c'est à des fins sexuelles, exploitation, abus sexuels, mais ce qui est plus grave, le fait d'avoir manipulé leur psychologie ne les dispose plus à l'apprentissage parce que très jeunes, ils sont appelés à remettre tout en question. Tandis que les menaces donc se multiplient, les auteurs, eux, se jouent de plus en plus des frontières et rendent leur traçage difficile et les sanctions d'autant plus complexes. Comme vous l'avez signalé au propos introductif, la pandémie mondiale de COVID-19 a entraîné une augmentation du nombre d'enfants utilisant Internet pour la première fois parce qu'ils veulent poursuivre leurs études et conserver l'interaction sociale. En raison donc des contraintes imposées par le virus, de nombreux jeunes enfants ont non seulement dû interagir en ligne beaucoup plus tôt que leurs parents ne l'avaient prévu, que leur encadreur ne l'avait prévu, mais la nécessité pour les parents de gérer leur engagement professionnel, eux aussi, empêche bon nombre d'entre eux de surveiller leurs enfants. Ces risques font donc que les enfants ont accès à des contenus inappropriés et ils sont pris pour cible vulnérable des criminels qui leur proposent du n'importe quoi, applications et jeux interconnectés, partage rapide de fichiers, diffusion en direct. Et vous savez aussi que ce n'est pas tout ce qui est visible dans Internet. Il y a le dark web que ces criminels utilisent. Donc, je voudrais dire vraiment que les TIC et notamment Internet comportent de multiples avantages qui sont offerts par leur utilisation, mais elles exposent malheureusement les usagers à plusieurs dangers et particulièrement les enfants mineurs sont une cible très facile pour les cybercriminels et doivent faire l'objet d'une attention particulière. Tous ces projets techniques offrent aux enfants, aux adolescents, comme je l'ai dit, beaucoup de nouvelles occasions, de nouvelles frontières à exploiter. Voilà pourquoi nous pensons que les enfants et les adolescents doivent être sensibilisés à certaines des facettes potentiellement négatives des progrès technologiques.
parmi les activités préjudiciables, on peut citer dont le harcèlement, les vexations, l'usurpation d'identité, les abus en ligne. Et au Cameroun, nous ne sommes pas à l'abri parce qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons engagé une campagne de causerie éducative discutant avec les enfants. Nous avons vu que plusieurs sont déjà pris dans cette nasse, que je peux dire, ce piège. Parce que les fournisseurs de services en ligne, eux, ils doivent tout faire pour avoir un nombre de personnes connectées, mais le plus souvent ne se préoccupent pas de la qualité ou de l'éthique de ce qui est mis en ligne. C'est pourquoi il est question aujourd'hui de toucher les enfants eux-mêmes, les adolescents eux-mêmes, les responsabiliser par le biais de mesures éducatives pour qu'ils sachent ce à quoi est-ce qu'ils sont exposés. Et je vais passer rapidement pour dire qu'il y a une cartographie des responsables. D'abord, les gouvernants, puisque les gouvernements ont besoin d'une jeunesse qui réussit, qui fait bien des études, qui suit les orientations. Il y a le secteur privé parce que le gouvernement ne peut pas faire tout seul. Il y a les autres décideurs publics, les éducateurs même, la société civile, les parents et les personnes s'occupant d'enfants parce que le plus souvent, ils ne sont pas conscients de tous les risques auxquels les enfants qu'ils sont supposés encadrer sont exposés à travers Internet. Tous ont un rôle essentiel à jouer pour l'accomplissement de cet objectif. Et pour protéger donc les enfants en danger, il y a plusieurs approches possibles. Il y a la mise en œuvre d'un cadre réglementaire adapté, applicable à tous les acteurs, pour protéger les enfants contre les dangers du web. Il y a aussi et surtout des actions de sensibilisation envers toutes les couches de la société. Et je crois que, comme la seconde partie parle de ce qui est fait au Cameroun, il existe, en plus du cadre institutionnel, des textes réglementaires qui encadrent déjà quelque peu l'utilisation des TIC et d'Internet pour les enfants. Mais nous avons ces jours-ci particulièrement un projet de loi qui attend d'être validé par le Parlement. Il s'agit du projet de charte nationale pour la protection des enfants en ligne. Et l'objectif de cette charte est d'obliger les opérateurs de communication électronique à adopter les bonnes pratiques dans la fourniture de leurs services, notamment pour ce qui est des contenus nocifs pour les enfants. Et nous croyons que dans les prochains jours, ce projet de texte sera voté par le Parlement. C'est ce que je peux dire rapidement au niveau de ce que le Cameroun fait, les risques des enfants. C'est difficile d'aller en détail. En gros, c'est que Internet est venu parallèlement offrir une éducation qui n'est pas toujours celle qui était prévue par les gouvernants, par les parents, et les enfants échappent et leur avenir est hypothéqué parce que nous savons qu'il y a la e-reputation qui nous suit. Exactement. On n'efface pas, même si on a 10 ans ou 15 ans, chaque acte qu'on a posé va nous rattraper quand nous aurons 25 ans, 30 ans, 40 ans dans la société. Donc, c'est une affaire de tous pour se mobiliser, pour protéger ses enfants en ligne. Et le Cameroun est en train d'œuvrer dans cet aspect-là. C'est ce que je peux dire dans un premier temps. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Ça a été très bien expliqué. Et je pense que dans l'audience, des questions vous seront certainement posées. Alors, justement, pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire en rapport avec la charte, nous allons demander à Monsieur Jean-Jacques de nous dire quel est le rôle des différents acteurs, gouvernement, régulateurs, société civile, parents, tuteurs, enseignants, bref, la communauté. Quel est le rôle de la communauté dans le cadre de cette protection des enfants en ligne? Jean-Jacques. Merci beaucoup, Maïmouna. Je voudrais remercier Madame la Ministre pour la mise en place de manière brillante du cadre qu'on appelle framework. Donc, le cadre est fait, il faut maintenant s'exercer à y peindre quelque chose. Alors, ce que l'on doit y peindre, effectivement, comme vous le dites, ce sont les interactions de l'ensemble des acteurs clés relatifs à cette problématique de la protection de l'enfance en ligne.
Alors, l'UIT, à son départ, avait lancé ce qu'on appelait la coalition globale pour la cybersécurité. Et c'est dans le cadre de cette coalition mondiale qu'a été lancée l'initiative COP, Child Online Protections, qui est un acronyme, vous savez très bien, qui veut dire policier, surveillance, mais pour dire que voilà, nous allons faire face à un accès au savoir dont et les tuteurs et les enseignants et l'ensemble de la société doivent être vigilantes au vu justement des dangers qu'a décrit le ministre pour la jeunesse et pour l'avenir de ces enfants qui sont des enfants de la société de l'information. Alors effectivement, une fois que le cadre juridique, les lois sont établis, la loi sur les communications électroniques, les dispositifs de répression, le code pénal, même quand tout cela est en marche, toujours est-il que la preuve en matière de cybercriminalité est très difficile à établir. Et donc, les cybercriminels profitent de ce vaste espace pour se cacher sous des pseudonymes, sous des pièges, sous des appâts. Donc, il n'y a pas seulement les fournisseurs de contenu. On peut vous dessiner sur un écran un très beau gâteau à la fraise, mais lorsque vous le découpez, ça vous renvoie sur des images pédopornographiques. Alors, si le parent passe là, il voit que son enfant est en train de choisir des gâteaux, mais alors qu'il y a des liens vicieux, donc ceux que le ministre a qualifiés non seulement de malware, mais aussi de réseaux de dark network parallèles qui récupèrent comme ça les connexions des enfants pour les dérouter, n'est-ce pas, de l'accès qu'ils recherchaient. Alors, que peuvent faire les parents? Eh bien, ce qu'a dit le ministre est bien cela. C'est que la sensibilisation dans les écoles envers les enfants et les instituteurs est une chose. Mais il faut continuer ce chemin vers les parents à domicile. Parce que c'est un enfant qui est libre d'aller sur le réseau comme il veut. Les parents ne surveillent pas, ne savent pas ce que fait l'enfant. Représente le même danger que si vous mettez un couteau dans la main d'un bébé de 1 an, 2 ans. Il ne sait pas à quoi sert le couteau. Le couteau, il n'est pas mis dans un coffre-fort à la cuisine. Tous vos couteaux sont bien là exposés dans vos cuisines respectives de chaque domicile et on apprend à l'enfant que c'est dangereux, tu peux te blesser, il faut faire attention à ce couteau. Mais la même initiative éducationnelle est à faire non seulement par les parents, les tuteurs, les enseignants, mais aussi par la société civile. Et donc le rôle de la société civile est un rôle très important dans le cadre de la vulgarisation, de la sensibilisation, parce que nous comptons sur la société civile justement pour qu'il y ait plus en contact avec les populations, avec les grandes masses, de connaître la problématique des uns des autres et de relayer le message des autorités officielles. Donc, les agences de régulation comme l'Antique au Cameroun peuvent faire des campagnes de sensibilisation, peuvent faire des dessins animés. Le ministère d'ailleurs lance un certain nombre de messages à travers tous les opérateurs, de vigilance aux enfants, de sécurité par rapport aux accès Internet, les sites de protection, le contrôle parental. Bon, tout ça, toute cette routine est en place, mais il s'agit effectivement de mettre en œuvre chaque pierre posée par chacun pour sécuriser ce qui devient de plus en plus un phénomène dangereux, agressif. Et comme vous le savez, les cybercriminels sont passés d'une criminalité physique et des durs, de la drogue, etc. Nous, quand on était jeunes, c'était la sensibilisation, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il faut faire attention à la drogue, ne prenez pas des choses d'inconnues. Bon, mais maintenant, bien évidemment, il s'agit de changer de registre, c'est-à-dire de dire aux gens, bon, c'est bien d'avoir un téléphone, mais ne mettez pas des téléphones connectables à n'importe quel âge aux enfants à leur disposition. Les sites doivent être contrôlés, leur accès à l'information doit être parrainé, maîtrisé, et donc ça nous donne un double effort. Un, les seniors qui n'étaient pas dans la société d'information, qui nécessitent d'être formés pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent surveiller, et puis eux-mêmes, les enfants, qui doivent être aiguillés malgré leur volonté. Évidemment, rien n'est parfait. La sécurité ne peut pas être absolue. Il y a toujours des failles au système, mais les alertes, les numéros de téléphone d'alerte, dès que des enfants rentrent dans des réseaux et voient des sites interdits, tous ces numéros d'alerte sont mis en place dans les pays respectifs et c'est très encourageant puisque cela permet aux uns aux autres de jouer leur partition dans cette sécurisation de l'information générale, mais notamment pour la jeunesse en particulier et nos enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Jacques, c'est très clair. Ce que je retiens, c'est qu'il faut une implication de tous pour cette lutte contre, pour cette protection des enfants en ligne, notamment, et vous avez beaucoup insisté là-dessus, impliquer les parents qui doivent être les premiers acteurs. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à Landry, Monsieur Landry.
pour lui demander simplement s'il juge que les mesures de prévention et de protection pour lutter contre les abus et l'exploitation en ligne sont efficaces au Cameroun. Monsieur Landry. Merci de m'avoir passé la parole. Déjà, bonsoir à son Excellence Madame le Ministre et à Monsieur Massima de l'IUT. J'ai écouté attentivement déjà mes prédécesseurs. Il serait malhonnête de dire que déjà rien n'est fait. Des choses sont faites. Il y a par ailleurs déjà une loi sur la cybercriminalité au Cameroun qui, à travers certaines dispositions de ces dispositions, criminalise certaines atteintes contre l'enfance via des moyens de télécommunication. Donc, à côté, l'UIT, M. Massima, M. Zongo, j'ai eu à travailler avec lui il y a 2 ans sur déjà le commencement du projet de charte, donc, pour laquelle mon organisation a été pionnière. Madame le ministre, c'est quoi? C'était un rapport que nous avions rédigé il y a environ 5 ans aujourd'hui, quand il venait d'occuper la fonction du ministère des Postes et Télécommunications, qu'elle a justement pris la question à bras le corps, comme déjà en tant que citoyenne et en tant que maman, elle a réagi promptement et cela avait abouti à la création d'un comité qui devait avoir la charge de rédiger la charte, une charte sur la protection de l'enfance en ligne au Cameroun. Bon, j'ai compris que, bon, avec tout ce qu'il pouvait avoir comme difficulté sur le plan budgétaire de l'État au Cameroun, donc, par rapport à certaines priorités, Dieu merci, cette année, nous avions eu à travailler sur la question. Voilà, la dernière session que j'ai eue avec sa direction en charge de la sécurité des réseaux de télécommunications a abouti justement à ce que le projet de charte qui était soumis au départ comme idée aboutira à une loi qui sera beaucoup plus complexe, beaucoup plus contraignante vis-à-vis des différentes parties prenantes. Donc, maintenant, s'il faut parler de l'état actuel de la protection de l'enfance en ligne, aussi, il serait un peu, entre guillemets, malhonnête de dire que, bon, OK, peut-être au Cameroun, les choses vont très bien, comme partout ailleurs. Les pays même les plus avancés souffrent de cette question. C'est une problématique qui requiert une dynamique permanente, même aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. M. Massima, qui est de l'Union internationale des télécommunications, le sait bien. Donc, c'est une problématique qui requiert une attention quotidienne, je dis bien quotidienne. Donc, ce n'est pas un problème comme peut-être la violence scolaire, parce que les technologies évoluent de façon drastique, de façon importante. Donc, il est donc important pour la société et pour tous ceux qui ont une responsabilité en matière de connexion, d'accès des enfants aux réseaux de télécommunications, d'éducation, d'adapter des mécanismes en fonction également de l'évolution des menaces. Donc, c'est la raison pour laquelle j'insisterai pour ma part, surtout pour cette cause, en fait, pour ce débat qui est la bienvenue et qui est celui d'aujourd'hui, sur la nécessité pour le gouvernement camerounais, y compris pour tous les acteurs, y compris l'UIT. Mais la dynamique viendra certainement du gouvernement camerounais. Je loue déjà les grands efforts de Madame le ministre, mais je souhaiterais que Madame le ministre, que le ministère des Postes et Télécommunications mette en place de façon urgente une plateforme qui réunira de façon permanente toutes les entités, qu'elles soient publiques ou privées ou internationales, comme l'UIT, comme l'UNICEF, qui ont déjà en leur sein des standards, qui développent des standards internationaux sur la question et ont un système de veille pour des menaces et en matière de solutions. Donc, il est important qu'à côté des efforts que le ministère des Postes et Télécommunications déploie, qu'il y ait cette concertation permanente qui, pour moi, devrait se tenir au moins une fois tous les mois et qui doit réunir des ministères en charge de l'éducation, le ministère en charge de la protection de l'enfance, le ministère de la Justice, les services de sécurité, les agences de régulation et surtout les opérateurs de téléphonie mobile. Parce que, voyez-vous, il est beaucoup trop facile jusqu'à présent, malgré certes
les efforts pour le gouvernement camerounais de restreindre l'accès illicite aux puces, donc aux puces d'opérateurs téléphoniques mobiles. Je pourrais citer, pour ne pas faire de publicité, MTN, Orange et Nextel, donc qui sont les principaux opérateurs téléphoniques mobiles. Mais c'est dans des rues, des carrefours qu'on vous vend des puces de téléphonie mobile. Et avec aussi des problèmes d'identification au Cameroun, il est très facile, cela facilite l'usurpation d'identité. Bon, il y a Interpol également qui récemment, lors des travaux du 18 juin de l'année dernière, stipulait déjà, imaginez-vous un peu, qu'ils ont une base de données d'au moins 10 000 victimes, enfants, victimes de pédophilie et de crimes sexuels donnant lieu au commerce de la pédophilie dans le darknet. Et la plupart de ces enfants viennent d'Afrique. Donc, malheureusement, nos services de police ne sont pas suffisamment outillés. Notre État n'a pas encore véritablement pris à bras le corps la question. Et imaginez qu'au Mexique et en Asie, les victimes sont généralement âgées de 6 mois, et même moins. Je crois que M. Massima est certainement au courant de ce type de pratique. Donc, et imaginez pour chaque clic de vidéo à caractère pédophile impliquant les enfants les plus jeunes, la vidéo coûte beaucoup plus, est rentable davantage pour l'auteur. Donc, c'est-à-dire un enfant violé à 6 mois et dont la vidéo se retrouve sur Internet, le clic dans le darknet va jusqu'à $100. Donc, Internet peut, Interpol peut faire un rapport sur la question. Et c'est problématique. Dans un environnement maintenant comme le Cameroun, Dieu merci, peut-être, la pratique n'est pas encore, peut-être, en supposant, donc n'est pas encore réelle chez nous, mais imaginez que quand dans un environnement de pauvreté ou de chômage extrême comme le Cameroun, que des individus se retrouvent en train de savoir qu'en violant un bébé ou un enfant âgé d'un certain âge et en postant la vidéo sur Internet, pour chaque clic, il aura $100. Donc, je suis certain qu'il y a beaucoup de missionnaires de leur métier, peut-être pour s'adonner à cette activité malhonnête. Donc, il est important déjà que nos pays, en Afrique, y compris le Cameroun, s'adaptent en permanence à ces menaces-là. Parce que je souhaiterais que, déjà, que cette coutume qui a lieu en Asie pour le moment et en Amérique pour le cas du Mexique n'arrive pas chez nous aussitôt. Donc, que nous serons mal partis. Donc, mais en back-office, Internet, c'est un espace global. Donc, nos États doivent savoir que ce qui se passe aux États-Unis en temps réel comme menace est susceptible d'arriver sur notre sol. Donc, nos millions d'enfants aujourd'hui connectés doivent être protégés comme ça. Je parlerai également de certaines pratiques, comme Madame le ministre l'a dit, de la manipulation de la mentalité des enfants. J'aimerais également que Facebook, qui organise ce panel, s'y implique, parce que vous avez des plateformes, par exemple, qui proposent de l'enrichissement illicite aux enfants, aux internautes, à travers la sorcellerie. Ils appellent ça, je crois, je sais pas si c'est beaucoup plus présent en Afrique de l'Ouest. Mais déjà, le Cameroun se retrouve très concerné sur la question. C'est quoi? Ça fait moins d'une semaine. Il y a 4 enfants qui ont été surpris, qui ont été interpellés pour s'être adonnés aux activités de sorcellerie contre de l'argent à hauteur d'1 million de francs par jour et étaient également chargés de recruter leurs camarades de classe. Donc, c'est quelque chose qui requiert déjà l'attention de l'État, mais l'implication des agences, des opérateurs, des fournisseurs de contenu comme Facebook ou d'applications. Donc, pour ne pas être très long, je dirais en fait qu'il est donc important pour notre État, le Cameroun, d'être avant-gardiste sur la question. Nous avons besoin de réformes des manuels scolaires des enfants afin que ces derniers, puisque ce sont leurs premiers gardiens. Généralement, quand l'État intervient, les services de sécurité, c'est quand le délit généralement est commis. Donc, il est important que dans des cours qui sont dispensés dans des écoles en matière de TIC, que les enfants apprennent de façon permanente. Donc, voilà, nous sommes constamment sur les réseaux de télécommunications, puisque cela est important pour eux, pour le développement de leurs dons et de leurs droits. Donc, mais
Si je suis Vous avez victime tout de à fait ceci, raison, Monsieur Landry, et certainement que nous vous donnerons la parole tout à l'heure pour revenir sur cela. Et d'ailleurs, je pense que Bakilsa pourra un tout petit peu répondre à cette question. Je vais m'adresser à elle après vous avoir remercié. Ce que vous avez dit est très intéressant et il est important que nous tous, Africains, nous en ayons conscience que nous devons protéger nos enfants, notre jeunesse. Alors, Balkissa, justement par rapport à ça, je voulais savoir quelles sont les stratégies et mécanismes mis en place par les parties prenantes, et notamment Facebook, pour assurer la sécurité des enfants en ligne. Balkissa, est-ce qu'elle est toujours avec nous? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Merci Maïmouna pour la question. Excellence, Madame le ministre, chers membres du panel, experts et participants. Je vous remercie déjà pour avoir vraiment accepté de rejoindre cette conversation importante sur la sécurité en ligne des enfants et des jeunes qui en fait s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour un Internet plus sûr qui a eu lieu hier. Donc, durant tout le mois, il y aura des activités à travers le monde sur cette thématique-là. Donc, pour revenir à la question de Maïmouna, il y a des cadres de collaboration qui existent entre les acteurs du privé, notamment les structures tech, et entre autres les partenariats à travers le Centre national sur les enfants disparus et exploités, mais on pourra revenir sur la question. Donc, je vais me focaliser plus sur ce que nous faisons à Facebook. Donc, comme vous le savez, Facebook est une plateforme, un réseau social sur lequel les gens viennent pour partager leur actualité, pour voir le monde tel que les autres le perçoivent, pour communiquer avec des amis et leur famille. Donc, notre mission à Facebook consiste vraiment à donner aux personnes la possibilité de rendre le monde plus ouvert, plus connecté, tout en nous assurant que nos communautés, nos utilisateurs sont en sécurité. Et ce que nous faisons pour cela, c'est donner le moyen aux utilisateurs de contrôler leur expérience sur Facebook, s'éduquer, s'outiller et aussi nous contacter en cas de besoin. Donc, notre objectif, c'est que tous les utilisateurs se sentent en sécurité sur notre plateforme parce que s'ils ne se sentent pas en sécurité, ils ne reviendront pas. Donc, Maïmouna, tu as bien planté le décor au début en expliquant, entre autres, qu'avec la COVID-19, on a vu plus d'enfants se connecter en ligne, notamment pour apprendre, pour rester en contact avec leur famille aussi. Et on peut l'imaginer aisément que le nombre de prédateurs aussi a augmenté parce qu'ils sont à la recherche des enfants. Donc, s'il y a plus d'enfants en ligne, ils sont aussi plus en ligne. Et c'est là qu'il est vraiment important, et je pense que tous les panélistes ont eu à revenir sur la question, qu'il est important en fait que dans toutes les stratégies que nous mettons en place, d'avoir une approche qui est holistique et collaborer avec toutes les parties prenantes. Parce que seul, on ne peut pas gagner cette bataille-là. On doit tous collaborer. Quand je dis tous, je parle là des régulateurs, gouvernements, société civile, les parents, les tuteurs, le secteur privé et aussi les éducateurs et les enseignants. Et les enfants aussi doivent faire partie de cette stratégie-là et des échanges que nous avons sur la thématique, vu qu'ils sont vraiment les acteurs principaux. Donc, notre travail à Facebook sur la sécurité repose sur 5 piliers qui nous permettent d'avoir une approche qui est holistique sur la question de la sécurité en ligne sur Facebook. Le premier pilier, c'est vraiment les règlements. Donc, nous avons ce que nous appelons les standards de la communauté de Facebook ou les règles de la communauté de Facebook qui ont pour objectif vraiment de trouver le bon équilibre entre, d'une part, proposer aux utilisateurs un espace pour s'exprimer et d'autre part, promouvoir un environnement accueillant et sûr pour chacun. Donc, ces règles-là définissent les contenus qui sont acceptés ou interdits sur Facebook. Donc, pour ceux qui pensent qu'on peut tout poster sur Facebook, non, on ne peut pas tout poster. Il y a des règles qui expliquent clairement ce que Facebook accepte, ce que Facebook n'accepte pas. Et l'objectif de ces règles-là, c'est vraiment créer un environnement sûr pour tous. Et ces règles sont disponibles, accessibles à tous. Si vous allez sur Internet, vous entrez facebook.com/community-standards, vous allez pouvoir voir ces règles. Le deuxième pilier, ce sont les outils.
Donc, nous offrons à tous nos utilisateurs la possibilité de contrôler ce qu'elles partagent, avec qui elles partagent ces contenus-là, le contenu qu'elles voient aussi, elles ont le contrôle là-dessus, et les personnes, les contenus avec lesquels elles interagissent. Donc, il y a 3 grandes catégories d'outils, je dirais. Donc, il y a les outils qui permettent de rester prudent en ligne. Il y a ceux qui permettent de sécuriser son compte. Et la troisième catégorie, c'est les outils concernant la protection de ces informations, de ces données sur la plateforme. Troisième pilier, il y a les ressources. Donc, nous collaborons avec des experts à travers le monde pour mettre en place des ressources sur la sécurité. Donc, quand je parle de ressources ici, je parle vraiment de tout ce qui peut être utilisé dans le cadre de la sensibilisation des différents acteurs, dans le cadre de l'éducation. Et ces outils-là sont adressés aux jeunes, aux parents et tuteurs et aussi aux éducateurs. On a une bibliothèque là-dessus, donc si vous allez sur facebook.com/safety/resources, vous pouvez les voir. Et récemment, on a mis en place aussi une plateforme d'éducation pour ces 3 grandes catégories-là, c'est FB Get Digital. Donc là-bas, il y a vraiment des ressources adaptées à chaque catégorie, donc jeunes, enfants, parents, tuteurs et éducateurs, pour les outiller à avoir ce type de conversation là, et aussi vraiment pouvoir être mieux outillés juste pour pouvoir utiliser l'Internet et surtout nos plateformes de manière responsable. Le 4e pilier, ce sont les partenariats. On ne le dira jamais assez, on ne peut pas tout faire seul, et à Facebook, nous reconnaissons que nous ne sommes pas experts sur tous les sujets. Donc, on se tourne vers des ONG comme par exemple l'organisation de Landry, des associations caritatives, des chercheurs, des académiciens, des activistes, pour pouvoir avoir leur opinion et leurs conseils. Donc, on les consulte vraiment à chaque étape, que ce soit lorsque nous rédigeons les règles de Facebook, que ce soit pour les outils, les ressources, les programmes que nous mettons en place. On travaille avec eux pour cela. Et d'ailleurs, il y a un comité consultatif de sécurité dans lequel nous faisons partie et qui regroupe en fait plus de 400 organisations internationales de premier plan qui sont sécurisées, qui sont spécialisées sur la sécurité en ligne. Donc, on consulte ce comité consultatif de sécurité-là et on apprend énormément de leur expertise, leur appréciation et les recherches qu'ils mènent. En dehors de cela, j'avais mentionné au tout début qu'il y a des cadres de collaboration qui existent avec les autres organisations tech, donc notamment Google, Microsoft et 15 autres organisations tech. Et cela se fait vraiment au sein du National Center for Missing and Exploited Children. C'est une ONG internationale dont la mission est d'aider à retrouver les enfants disparus, à réduire tout ce qui est exploitation sexuelle des enfants et à prévenir la victimisation des enfants. Donc, dans le cadre de cette collaboration qu'on a au sein de cette ONG-là, il y a une bibliothèque qui a été mise en place par tous les acteurs du tech. C'est une bibliothèque qui répertorie tout ce qui est images liées à l'exploitation sexuelle des enfants. Ce qui fait que si une image est mise, si Google remarque une image comme ça, la met dans la bibliothèque, automatiquement l'intelligence artificielle de Facebook va détecter cela si c'est redistribué sur Facebook et supprimé automatiquement. Donc, ça permet vraiment d'être beaucoup plus proactif et réactif sur la question. Bien entendu, je pense que notre collègue de l'IUT l'a mentionné, il y a la collaboration avec tout ce qui est force de sécurité et force de l'ordre aussi, parce que les dommages en ligne peuvent avoir un impact dans la vie réelle, donc c'est en fait une continuité. Et notre objectif, c'est sécuriser les gens sur la plateforme, mais aussi dans la vie réelle, raison pour laquelle il est important de collaborer avec les forces de l'ordre. Bon, la collaboration avec les forces de l'ordre, il faut que je le dise, est bien encadrée, c'est vraiment strict. Les requêtes des gouvernements sont examinées sur la base d'un certain nombre de critères et ça doit aussi répondre aux standards, aux régulations internationales aussi, aux régulations sur le plan national. Et sur cela, Facebook est vraiment transparent
Et on a d'ailleurs un document que nous publions chaque 3 mois. C'est le rapport trimestriel sur la transparence dans lequel on répertorie en fait les demandes que nous recevons des forces de l'ordre, des gouvernements, et on explique également les actions que Facebook a eu à prendre sur ces différentes requêtes. Donc, c'est vraiment dans le cadre de la transparence. Enfin, dernier point, c'est les commentaires et feedbacks. Donc, on ne va jamais de manière suffisante le répéter. On a besoin des commentaires, des feedbacks, des experts locaux pour pouvoir nous assurer vraiment à ce que les ressources, les outils que nous mettons en place sont bien adaptés aux réalités qu'ils voient dans leur pays. Malheureusement, en Afrique subsaharienne, au Cameroun, nous ne recevons pas suffisamment de feedback. Et même les utilisateurs dans la région, ils ne signalent pas suffisamment sur Facebook les contenus qui, d'après eux, sont nuisibles. Et quand nous ne recevons pas de feedback, pour nous, c'est difficile vraiment de voir si les actions que nous prenons sont efficaces ou pas, s'il y a des choses qui manquent, qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas. Donc, pour nous, c'est très, très important. Merci. Et en matière, si tu permets, Maïmouna, s'il te plaît, juste en 2 minutes, juste rapidement, vraiment, on allie beaucoup tout ce qui est technologie avec les ressources humaines. Et sur l'aspect technologie, ça nous permet, comme je disais tantôt, d'être proactive, et on se focalise vraiment sur prévenir le dommage avant même qu'il n'arrive dans la vie réelle. Et pour cela, je dirais que c'est plutôt la lutte contre les faux comptes, parce qu'on sait que les personnes qui veulent commettre des abus en ligne, ils passent par une fausse identité pour pouvoir commettre ces méfaits-là, parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache que c'est eux. Donc, il y a la lutte que nous menons contre les faux comptes, et notre intelligence artificielle aujourd'hui permet de supprimer 99% des faux comptes avant même qu'ils ne soient signalés par nos utilisateurs. Et autre chose à mentionner, si peut-être ce n'est pas, les gens ne le savent pas, les enfants de moins de 13 ans ne sont pas autorisés sur Facebook. Facebook a une règle sur ça, il faut avoir 13 ans ou plus. Donc, ces enfants-là passent aussi par de faux comptes pour pouvoir accéder à Facebook. D'où l'importance de la lutte contre les faux comptes. Et le truc aussi, c'est que les contenus qu'un enfant de 13 ans à 18 ans voit n'est pas le même contenu que vous et moi on voit. Donc, il y a une différenciation qui est faite, et tous les contenus, par exemple, qui sont marqués comme étant graphiquement violents, parce que parfois, quand vous allez sur Facebook, vous voyez des contenus avec un œil qui est barré, ça n'apparaît même pas sur le profil d'un enfant de 13 ans à 18 ans. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas... il y a tellement de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire pour tout le monde. Mais ce que je retiens en fait de toutes vos interventions, c'est une constante, c'est qu'il faut vraiment une synergie d'action. La juridiction existe parfois. Facebook fait énormément, d'après Balkissa, pour que les gens soient sécures en ligne. Au Cameroun, la législation existe, il y a une loi sur la cybercriminalité, et bientôt la loi sur la charte va être votée. Mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, malgré toutes ces actions, malgré toutes ces initiatives, il n'y a pas encore vraiment de sécurité en ligne? Alors que, comme nous l'avons tous noté, avec cette pandémie qui fait que, en fait, nous sommes tous obligés, quel que soit le secteur d'activité, de nous tourner vers le numérique pour pouvoir avancer. Et par conséquent, nos enfants, de plus en plus jeunes, c'est nous-mêmes qui allons leur demander d'aller vers le net pour chercher, pour apprendre. Pourquoi ça ne marche pas, à votre avis? Pourquoi? Tout à l'heure, je passerai à Madame le ministre une question qui lui est directement adressée par un internaute. C'est relatif à un appui institutionnel pour une large diffusion de modules de sécurité locaux, notamment au Cameroun. Cette question est, je pense, directement adressée à Madame le ministre des Télécommunications. Et moi, je reprends encore ma question, c'est pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, malgré cette synergie, malgré toutes ces initiatives, ça ne marche pas? Il n'y a toujours pas de sécurité. Et ce que Landry a dit tout à l'heure fait peur quand il dit que, quand il parle de cette activité criminelle qui se passe en Amérique du Sud et en Asie, ça fait peur.
Alors, la question d'abord à Madame le ministre pour répondre à la question sur l'appui institutionnel et ensuite sur la question que j'ai posée. S'il vous plaît, Madame le ministre. Merci pour la parole donnée à nouveau. Je vais renverser, je vais commencer par votre question parce qu'elle répondra en partie à celle de l'appui institutionnel. Le problème est complexe. Je dirais dans mon patois, on dit que quand il y a des enfants qui naissent déjà tordus. Je suis ministre des Postes et Télécommunications en charge des TIC. Je parle sous le contrôle de la précédente intervenante de Facebook. Entre nous, je ne pense pas que quand on s'est préoccupé de connecter le monde entier, de créer cet espace de dialogue, si la sécurité avait été introduite au départ, on n'en serait pas là. Ce que moi, comme ministre, comme citoyenne de ce monde ouvert, je dis à tout le monde, c'est pour ça que j'insiste et j'appuie sur la sensibilisation, il y aura de sécurité, il n'y aura pas. Il est question là pour chacun d'être averti sur ce qu'il risque de prendre conscience. Les familles vont rattraper leur rôle qu'ils semblaient avoir laissé, se disant qu'avec la technologie, on peut faire autrement. Et les gouvernants, tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'ai cité des acteurs, les États et leurs différents démembrements, les régulateurs, le secteur privé, oui, la société civile, les éducateurs, les parents et les concernés eux-mêmes. Mais vous voyez bien que c'est complexe. Regardez chacun des acteurs. Dans son secteur particulier, a des priorités. Et il se trouve que les pays, en fonction de leur niveau, ne peuvent pas aller au même moment. Et puis, vous savez aussi une chose, je le dis, ça choque certaines personnes, Internet est découvert comme un enfant en âge de puberté qui découvre l'adolescence. Il n'écoute pas. Le principal blocage, c'est l'ignorance même de la réglementation. On court se connecter, on avance. Pour les plus faibles, ils sont emportés, ils disparaissent. Et pour les autres qui se disent, oh, regardons quelle est la meilleure façon. Personne ne se préoccupe sur les bonnes pratiques avant de s'engager. Et les développeurs de contenu, ils n'ont comme principale préoccupation se faire de l'argent, avoir des personnes connectées. Et puis, tout à l'heure, là, tout ce que Facebook a dit qui est prévu, Facebook pourrait mettre aussi un programme un peu plus agressif. Je dis bien entre guillemets agressif, pour avertir l'humanité qu'il y a ceci, mais voilà toutes les bonnes pratiques. On a prévu ceci, mais voilà ceci. Mais il se trouve qu'on n'est pas informé. Il faudrait, dans la coalition, oui, lui, il a parlé de coalition, même nous-mêmes au Cameroun, le chef de l'État, devant tout ce développement, nous a instruit d'engager une vaste campagne de promotion de la culture de la cybersécurité. On parle bien de culture. Ça veut dire qu'il faut toucher toutes les couches sociétales. Et chaque couche prend le temps d'être sensibilisée, de comprendre. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on a entendu qu'on met en œuvre. Les lycées et collèges, ils ont déjà tout à voir avec les programmes éducatifs. Maintenant, on leur dit, il y a péril à la demeure. Il faut introduire la culture de la cybersécurité. Et vous voyez bien que Facebook, il y a d'autres, il y en a qui prennent les informations à Facebook et développent autre chose à côté. Le contrôle devient compliqué. Donc, je crois que la sensibilisation, elle est importante, et de dire aux gens crûment ce à quoi est-ce qu'ils sont exposés. On vous présente le danger, autant dire crûment, voici la vie et la mort. Choisissez la mort ou choisissez la vie. Et quand vous choisissez l'autre côté, vous savez que vous êtes perdu vous-même. Donc, et en même temps, on a affaire à des personnes qui viennent faire la promotion de l'économie numérique. On vous montre tout ce qui est positif. Personne ne prend le temps de vous dire le risque qu'il y a là. Pour l'Afrique, nous sommes en danger parce que l'Afrique a une culture qui est différente
des autres continents que vous avez évoqués. Alors, chez nous, il faut qu'il y ait une coalition plus forte, une coordination plus forte. Nous avons des CERT. Plusieurs pays ont des CERT. Les CERT font des actions préventives et même souvent curatives. Mais il faudrait que ces CERT-là puissent coopérer, qu'il y ait cette envie de préserver l'identité de l'Afrique. Et vous savez aussi, un bon moyen de domination est de vous faire perdre votre identité naturelle et culturelle. En ce moment-là, vous pouvez aller dans tous les sens. Je dirais donc que le principal frein, c'est cette méconnaissance-là. Au début, on présente du tout beau, du tout positif, mais c'est après qu'on se rend compte qu'on est pris à la gorge, que souvent on n'arrive pas à reculer. On est addicted. On est tellement... La tête baissée, on appelle génération tête baissée. Bon, ça fait de bonnes affaires pour ceux qui... Tête baissée. Mais tête baissée tout le temps, il faut regarder la vie, il faut regarder la menace là où elle vient. Oui, vous avez bien raison, Madame le ministre. Et là, en fait, en vous écoutant, on sent carrément que c'est la maman surtout qui parle, la maman, voilà. La ministre, mais surtout la maman, et vous avez parfaitement raison. Et je pense aussi, que... le ministre qui doit développer, parce que j'ai le droit, on m'a confié de développer la connexion de tout mon pays. Exactement. Donc, je voudrais connecter les villages de tout le Cameroun, mais je me préoccupe connecter pour quoi faire. Et vous avez bien raison. Aujourd'hui, on s'intéresse aux enfants. Mais madame, est-ce que vous connaissez les victimes qu'il y a au niveau des universitaires qui s'égarent, dans même les mamans, au foyer? Regardez, il y a une déstabilisation à cause des réseaux sociaux, parce que même ces parents sont partis sans connaître les risques. Ils ont embrassé, c'est très beau d'être connecté. Oui, les amis, les relations sont virtuelles, mais l'impact sur la pauvre est réel, sur sa réputation, sur son avenir. Pour terminer avec la question sur l'appui institutionnel, je disais que nous sommes disponibles, mais il se trouve encore, comme je l'ai dit tantôt, que pendant qu'on engage la sensibilisation, une personne ne peut pas s'en sortir. Il faut que tout le monde soit sensibilisé, prendre conscience du risque qu'il y a. Et nous allons donc mutualiser les efforts, les structures qui sont mises en place. Je veux bien apporter l'appui institutionnel sur cette structure-là, mais elle passera sur quel canal? Il y a plusieurs autres qui sont... Je voudrais que nous nous rencontrions plutôt. Tous, on voit comment est-ce qu'on peut... Each one, on dit qu'ensemble, chacun a réussi mieux. Donc, le MINPOSEL, mon département ministériel, est prêt à apporter l'appui institutionnel. Et tous ceux qui nous ont saisis, on leur a apporté l'appui institutionnel, mais il faut qu'ils comprennent que notre préoccupation, elle est générale. Parce que le gouvernement veut que son peuple soit épanoui dans l'utilisation des nouvelles, de l'économie numérique et qu'on ne perde pas le contrôle d'un pays parce que manipulé, perturbé par... donc, je vais certainement saisir Facebook par la suite à travers l'antique parce que nous souhaitons véritablement connaître ce que Facebook a mis en place pour que nous puissions vulgariser cela, pour dire à ceux qui veulent être sécures sur le cyberespace, voilà les bonnes pratiques. Quand on les connaîtra, on va davantage les multiplier. Merci beaucoup, Madame le ministre. Merci beaucoup. Donc, disons que la balle est un peu dans le camp de Balkissa. Tout à l'heure, elle va répondre certainement par rapport à cette interpellation de Facebook qui devrait partager avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les institutions, en fait, toutes les initiatives et tout ce que Facebook prévoit pour protéger les gens en ligne. Alors, nous remercions les participants qui posent des questions. J'en profite pour vous donner les questions à vous les panélistes pour que vous puissiez y répondre. Il y a M. Samba Guissé qui dit qui se demande si le problème n'est pas entre autres l'absence de contenu. À le croire, on est allé à Facebook sans réfléchir en amont et voilà qu'on devient accro et impossible de s'en sortir. Et ça rejoint un peu ce que disait
ce que dit un panéliste dans le chat, à savoir que c'est surtout, il y a également un problème culturel qu'il faut prendre en compte, comme le disait Madame le ministre. Nous n'avons pas les mêmes cultures que les Européens et parfois, en fait, les politiques et les pratiques sur les réseaux sociaux, notamment en rapport avec ce que Balkissa disait tout à l'heure, sont universelles et ne sont pas forcément des choses qui tiennent compte des différences culturelles. Alors, il y a Alain Bétou de la GSMA qui pose une question à Madame Balkissa. Que faire pour éviter que des personnes malveillantes ouvrent un compte Facebook avec votre nom? Balkissa. Merci Maïmouna et merci Alain aussi pour la question. Si tu permets, avant de répondre à Alain, je voudrais bien rebondir sur ce qui a été dit précédemment, étant donné l'importance. Donc, on est tout à fait d'accord qu'il y a un besoin urgent de sensibilisation et d'éducation des différentes parties prenantes. Et à Facebook, nous avons eu à mettre en place plusieurs programmes de sensibilisation. Notamment en 2019, on a lancé un programme de sensibilisation avec une ONG au Cameroun. Et dans le cadre de ce programme-là, l'ONG allait dans les écoles de différentes villes pour pouvoir vraiment s'entretenir avec les jeunes sur la sécurité en ligne. Et là, on a lancé également un nouveau programme qui s'appelle Mon Univers Digital. Donc, la phase pilote, c'est au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, c'est avec l'Autorité de protection de données, la CDP. En Côte d'Ivoire, c'est avec la Fondation Jeunesse Numérique qui a été créée par l'ARTCI, qui est le régulateur des télécommunications, aussi le ministère des Télécommunications. Donc, juste pour dire ici qu'il y a des choses qui se font en matière de sensibilisation, d'éducation des jeunes, des parents et des éducateurs aussi, parce que dans le cadre de ces différents programmes, les éducateurs sont aussi formés afin qu'ils puissent, dans leur conversation avec les enfants à l'école, pouvoir soulever les risques que représente l'Internet également. Et je voudrais aussi dire ici que la sécurité en ligne des enfants ne se limite pas en fait juste aux réseaux sociaux comme Facebook. C'est vraiment sur l'Internet parce que les enfants sont exposés à des risques en allant en ligne. C'est pas juste sur une plateforme bien donnée. Et donc, il est important de pouvoir garder cela en tête pour pouvoir nous assurer que lorsque nous avons des conversations ou lorsque nous mettons en place des stratégies, que les autres acteurs sont également impliqués parce que ça nous permettra d'avoir une approche beaucoup plus holistique pour adresser la thématique. Donc, pour la préoccupation qui a été soulevée par Monsieur Bétou, donc il s'agit en fait d'usurpation d'identité et cela est interdit par les règles de Facebook. Donc, vous pouvez signaler ce type de compte-là à Facebook et nos équipes vont examiner et prendre action. Donc, pour signaler, il faut juste aller sur, en fait, si c'est un contenu, donc il y a 3 petits points à droite, vous cliquez dessus, il y a trouver de l'aide ou signaler, vous pouvez cliquer là-bas et signaler le contenu. Quand il s'agit d'un profil ou d'une page ou autre, c'est également la même chose. Donc, tout contenu peut être signalé sur Facebook. Le signalement est 100% confidentiel, donc la personne que vous signalez ne saura pas que c'est vous qui êtes en train de signaler. Et je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé de dessins animés pour mieux atteindre les enfants, pour mieux les sensibiliser. Ça, ce sont des choses qui sont faites. Il y a hier, comme c'était hier la journée, sur un Internet plus sûr, on a lancé une vidéo qu'on a créée avec Ubongo Kids, qui est en fait une ONG en Afrique. Donc, c'est vraiment un dessin animé simple qui parle de la sécurité en ligne. C'est toute une série. Et ce sont des initiatives comme ça qu'on pourrait en fait se mettre ensemble pour pouvoir voir comment utiliser l'existant parce qu'il y a tellement de ressources qui sont disponibles et je sais que Abda aussi a développé des ressources, il y a aussi l'IUT qui a développé, donc on a quelqu'un, un représentant lui du panel, c'est voir l'existant et partir de cet existant et voir comment mieux le vulgariser. Et je pense que l'idée mentionnée par Landry d'une concertation régulière avec les différents acteurs pour évaluer et voir qu'est-ce qui manque, comment adresser les soucis qu'on voit seraient vraiment intéressants. Et si le Cameroun, sous le contrôle bien sûr et avec l'autorisation de Madame
la ministre décide de faire cela, ce serait vraiment innovant, en tout cas dans la sous-région, parce que ce ne sont pas des choses qu'on voit, ce serait innovant et ça va permettre vraiment de pouvoir montrer la voie aux différents acteurs et pouvoir tous ensemble, dans la main dans la main, pouvoir s'attaquer à cette problématique qui nous tient tous à cœur en tant que parents. Je pense que... Effectivement, oui, exactement. Et Balkissa, je reviendrai vers toi parce qu'il y a d'autres questions qui te sont posées. Mais avant cela, je voudrais redonner la parole à Jean-Jacques et à Landry pour leur demander, en fait, notamment à Jean-Jacques, justement, vous avez, plutôt à M. Landry, excusez-moi, vous avez parlé tout à l'heure de la Charte nationale pour la protection des enfants en ligne. Et je pense que c'est une initiative à saluer et ce serait bien que vous nous disiez l'état d'avancement de ce projet de charte dont Madame la ministre nous dit que le projet de loi va bientôt être voté. Mais justement, sur quoi porte cette charte? Qu'est-ce que cette charte, M. Landry? Bon, merci de me redonner la parole. Je salue également tout l'éclairage des présidents, surtout Balkissa, qui a apporté beaucoup d'éclairage, Madame le ministre également, qui parle beaucoup plus avec son cœur de maman, et c'est très bien. Donc, disons, le projet de charte en lui-même, il n'est pas, au départ, notre volonté n'était pas qu'elle soit une loi, mais ça devrait être un tout petit peu, une sorte de document qui serait une sorte de pacte de tous les acteurs concernés sur la question de l'accès des enfants aux télécommunications, de leur éducation et de leur protection. Et je crois que Madame le ministre avait bien cerné la problématique lorsqu'elle commettait un arrêté qui créait le comité qui devait avoir la charge de rédiger cette charte, puisqu'elle a impliqué tous ceux, nous, l'ABDA, en tant que société civile, les opérateurs de téléphonie mobile, les principaux d'ailleurs, les services de sécurité, les ministères en charge de l'éducation, le ministère en charge de la protection de l'enfance, donc, etc. Et là, le ministère de la Justice, le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Donc, véritablement, c'est quelque chose d'holistique. Bon, malheureusement, nous avons eu des travaux, des réunions récemment avec sa direction en charge de la sécurité des réseaux. Nous avons eu c'était pas facile, donc nous avions eu à discuter sur ce qui devrait justement être le contenu de cette charte. Donc, nous sommes quand même parvenus à l'essentiel, que au-delà du fait que cela devrait être un document, une sorte de acte, pour que cela soit beaucoup plus contraignant, il fallait que cela devienne une loi. Bon, à côté de cela, ces collaborateurs ont tout de même précisé que passer une loi, pour qu'elle passe, il faut un minimum de temps. Il faut l'écriture, il faut la lecture, il faut la relecture. Bon, peut-être il pourrait même avoir des rejets au niveau du Parlement qui devraient peut-être demander d'autres concertations. Bon, en attendant, il est question pour nous à l'ABDA de continuer à travailler avec le ministère avec l'État, à travers le ministère des Postes et des Télécommunications. Et là, pour qu'on ait déjà des initiatives simplifiées, c'est-à-dire, par exemple, déjà cette plateforme qui doit se mettre en place et qui regroupe d'autres institutions dont Madame le ministre sait devront être pertinentes pour que la question de la protection de l'enfance en ligne, ce que M. Massima appelle le Child Online Policy, soit adressée. Donc, en attendant que la loi arrive, parce que la loi ne serait pas une fin. Donc, il y a une loi sur la cybercriminalité, par exemple, Madame, vous l'aviez relevé tout à l'heure, qui existe, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? La plupart des Camerounais, déjà, ignorent le contenu de cette loi en matière de cybercriminalité concernant des attitudes réprimables par la loi. Pour revenir à la pédocriminalité, c'est-à-dire des crimes contre l'enfance en ligne, je prendrais par exemple le fait combien de Camerounais savent que, avoir des conversations de nature sexuelle avec un mineur âgé de 15 ans est punissable par la loi, une peine de prison et une lourde amende. Donc, il y a toutes ces questions-là. Il y a également des questions liées à l'identification des personnes au Cameroun. Donc, Madame le ministre le sait également, c'est une problématique qui met le gouvernement sur les nerfs. Donc, c'est une question de sécurité publique d'abord. Il est facile, en fait, la sécurisation de la nationalité au Cameroun pose déjà débat. Donc, maintenant, si quelqu'un à lui seul a 2, 3 identités, même Facebook
s'il sera difficile de demander à Facebook de restreindre des accès ou de faciliter l'identification d'un individu qui peut-être à lui seul peut avoir plusieurs identités. Donc, nous sommes tout à l'heure déjà contents que le gouvernement travaille sur cette question de sécurisation de la nationalité et de la carte d'identité. Donc, cela permettra à une personne d'avoir une identification unique. Mais ma préoccupation vient aussi du fait qu'il est important que Madame le ministre soit, en fait, elle est rigoureuse, c'est vrai, mais nous, en tant que société civile, nous avons l'impression que les opérateurs de téléphonie mobile font la loi, en fait. Donc, parce que Orange, par exemple, en France, a une politique de protection de l'enfance en ligne qui est développée depuis son portail Internet. Donc, si vous allez maintenant le portail Internet d'Orange France, donc vous allez voir, il y a une rubrique qui permet aux parents de signaler, par exemple, déjà le numéro des enfants et qu'une politique de protection leur sera attribuée à travers un système de filtrage de contenu. Au Gabon, déjà, Bouygues Télécom, il y a une société au Gabon, pour ne pas faire de publicité, qui le fait également déjà. Nous pensons au Cameroun, il est important qu'il y ait cette rigueur-là au niveau de l'État. Non, avec l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications, malheureusement, ils ne sont pas présents sur le panel, mais on avait travaillé, nous, au niveau de l'ABDA, il y avait un projet de rédaction de ce qu'on avait appelé des contrats type d'abonnés, c'est-à-dire dès que quelqu'un vient prendre un numéro à travers sa puce, qu'il y a un contrat d'abonné qui impose une certaine rigueur. Monsieur Landry, et donc si je comprends bien, en fait, ce que vous prenez, c'est que l'État, en fait, soit beaucoup plus rigoureux, notamment envers les opérateurs de téléphonie mobile, pour que, justement, les gens puissent être, chaque individu qui achète, par exemple, une carte, puisse être identifié. Et donc, s'il y a lieu... Sans vous couper la parole, mais il faudrait qu'ils aient, à travers ce contrat type d'abonné pour lequel nous avions eu à introduire tout un paragraphe qui concernait n'existe pas au Cameroun. Voilà, la protection des mineurs. Bon, malheureusement, ça fait 2 ans que cette charte, que ce contrat type d'abonné sous forme de projet avait été adopté au niveau de l'ART. Bon, il nous avait été dit que cela a été envoyé au ministère des Postes et Télécommunications, mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de retour. Donc, parce que ce contrat, en fait, devrait être beaucoup plus contraignant à l'endroit des opérateurs de téléphonie mobile. Puisque, donc, si déjà je prends une puce de téléphonie mobile et l'opérateur sait à l'avance que cette puce de téléphonie mobile est destinée à un usager mineur, c'est-à-dire mon enfant. Donc, voilà, il y a une responsabilité de cet opérateur mobile, donc compte tenu des contenus, des services, etc., qu'il devrait fournir à cet individu en tant que mineur. Donc, pour boucler, je dirais tantôt que bon, tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait cette plateforme de concertation qui doit réunir tout le monde de façon permanente. Et nous allons nous regarder dans les yeux, chacun suivant ses compétences, ses prérogatives, fera part de son approche, de ses efforts sur la question de la protection de l'enfance en ligne. Et ensemble, comme Madame le ministre l'a si bien dit, nous allons, suivant, y compris nous, la société civile, parce que donc, déjà, s'il n'y a pas cette cohérence dans des efforts, il y aura même duplicité de ressources, puisque nous nous retrouverons peut-être en faire la même chose, peut-être au même endroit, alors que là où peut-être il faut agir, donc il n'y a rien qui soit fait. Mais s'il y a une plateforme de discussion qui soit permanente, on peut se partager facilement des responsabilités et il sera beaucoup plus facile d'évaluer des efforts des uns et des autres. Et en attendant même que cela va même permettre de mieux nourrir le projet de loi sur la charte. Donc, mais déjà, ce que nous allons faire dans les prochains jours, nous allons adresser un projet de charte à Madame le ministre, comme ses collaborateurs nous l'avaient déjà demandé, de façon sectorielle, qui s'adressera uniquement aux régulateurs de télécommunications et aux opérateurs de téléphonie mobile. Donc, sur la question, de par notre expérience maintenant, peut-être suivra certainement peut-être des concertations avec les collaborateurs de Madame le ministre pour qu'on en discute peut-être sur la question, mais il faudra que cette plateforme ait lieu. Et il n'y a qu'une charte pour que chacun sache quelle est ma responsabilité sur la question. En termes de sensibilisation, la meilleure façon de sensibiliser les enfants, c'est la réforme des manuels scolaires déjà. Puisque tous les enfants l'enseignement autique existe au Cameroun, mais il est important en termes de contenu. Est-ce qu'on apprend aux enfants déjà dès l'école? Bon, voilà, quand je suis sur Internet, quels sont les risques? En termes de... Il y a des enfants, je suis certainement long, donnez-moi juste une minute.
Et il y a par exemple des enfants qui ont été emprisonnés au Cameroun pour avoir partagé un message de recrutement de Boko Haram, par exemple, à partir de leur téléphone portable. Bon, je ne suis pas dans les cercles de la justice, donc je crois en la justice camerounaise, mais déjà, je suis certain que ces enfants l'ont partagé de façon ignorante, comme la plupart d'entre nous. Mais si déjà dans les manuels scolaires, est-ce qu'on apprend aux enfants que, bon, voilà, si je fais ci, est-ce que je risque une peine de prison? Si je fais ça, si je porte atteinte, si je harcèle mon camarade de classe à partir d'Internet, je risque une peine de prison. Est-ce qu'on ne leur enseigne pas ça? Donc, je ne pourrais pas en vouloir aux enfants qui se retrouvent être coupables d'un certain nombre de comportements ou d'attitudes, alors que la société ne fait rien pour les éclairer sur ce sujet. Donc, rien n'est fait de ce niveau. Je crois qu'à travers une plateforme, il sera beaucoup plus facile, Madame le ministre. Ces autres collaborateurs, ces homologues. Merci, monsieur Landry. De travailler qu'on travaille facilement sur la question. On n'a pas à attendre forcément qu'une loi soit sur pied. Mais monsieur Landry, je pense que vous avez été... Je pense que vous avez été bien compris parce que, en fait, d'une certaine façon, Madame le ministre dit la même chose que vous. Il faut sensibiliser et vous avez raison. Les paradigmes d'apprentissage ont changé et donc forcément les contenus doivent aussi évoluer. Dès lors que l'on prévoit, que l'on admet que les élèves puissent aller sur le numérique, sur le net pour apprendre, il serait bon que les contenus soient révisés pour les protéger, parce que comme le disait Jean-Jacques, à qui je vais donner la parole tout à l'heure, le numérique, c'est un couteau à double tranchant, mais un couteau, on en a toujours besoin chez soi, et ce n'est pas parce que c'est dangereux pour l'enfant qu'on se dit, je ne vais pas avoir de couteau dans ma cuisine. Par contre, il faut, comme vous l'avez dit, sensibiliser, prévenir l'enfant, et c'est pour cette raison quand des participants disent d'ailleurs que, en fait, le problème, c'est que les règles d'utilisation et les conditions d'utilisation sur les réseaux sociaux ne sont pratiquement jamais lues. Les gens acceptent sans même savoir ce qu'ils acceptent. Et c'est d'où l'importance, en fait, de la sensibilisation en amont sur ce qui se passe. Alors, Jean-Jacques, la question que je voudrais vous poser par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est comment mieux appréhender les actions des organisations internationales et associations de la protection de l'enfance pour que vraiment les choses marchent. Bien, effectivement, je veux dire deux mots sur les génies des logiciels anti-malware, tout ce qui est antivirus, etc. Et il est bien évident que la difficulté de soutenir institutionnellement ces producteurs de logiciels, c'est l'open source. Dans la mesure où vous trouvez sur des plateformes une gratuité d'un certain nombre de services, bon, il faut déjà partir sur le postulat que les frais de développement, les frais de mise en place de recherche, etc., quand on demande un appui institutionnel, si c'est orienté vers un open source, ça prend une autre mesure, une autre dimension. Ce n'est pas de dire que les logiciels anti-espions, les logiciels de cache, les logiciels, tout ça, ça existe. Mais encore une fois, l'existence de ces logiciels, l'appropriation de ces logiciels, c'est le jour et la nuit. Ces logiciels existent, d'accord, bon, ben écoutez, je vous prends des exemples très simples que l'on peut répéter tous les jours. Allez dans un cybercafé, sur 10 ordinateurs, vous allez trouver 4 ordinateurs où l'utilisateur a laissé son mot de passe, l'accès à ses mails privés. Donc ça, ce n'est pas une affaire de manque de ressources, de logiciels, de ceci, cela. Il y a effectivement une appropriation des mesures élémentaires de sécurité qui doit être commune. Vous ne partez pas de chez vous sans personne en laissant les portes ouvertes, les grillages ouverts, et puis après on vous vole, vous allez voir la gendarmerie pour dire « j'étais sorti, j'ai laissé tout ouvert, on est venu voler chez moi ». C'est un minimum de sécurité. C'est bien ça le problème que nous avons. La difficulté, elle est sociétale, comme l'a dit Madame la ministre, c'est que si vous avez des parents qui ne connaissent rien de tout ça, mais sur quelle base vous pensez qu'ils vont pouvoir surveiller leurs enfants, qu'ils laissent connecter jour et nuit à faire ce qu'ils veulent? Bon, voilà. Donc, la société civile a son rôle à jouer, comme je vous l'ai dit. Mais lorsque Landry parle d'avoir son contractuel, oui, mais quid des associations des parents d'élèves, quid de tout un tas de groupuscules qui sont là,
ne pensez pas que c'est un cabinet ou un individu qui va mettre en place un modèle et qui va dire que voilà ce que je pense qu'on doit mettre dans la charte. Et ensuite, ça fait un tollé au niveau de l'Assemblée, parce que l'Assemblée nationale va être interpellée par les populations, les parents d'élèves et les autres vont commencer. Donc, il y a tout un processus qui est long, c'est vrai, au niveau juridique, législatif. Mais les entités qui font leur travail de tous les jours et tout, etc., on aimerait bien voir justement que nous sommes bien embarqués dans cette société de l'information. Il y a plus de publicité sur les meubles, sur les fromages, sur les habits, sur ceci, cela, dans toutes les chaînes de télévisées, etc. et tout, qu'il n'y a de messages véhiculés sur la protection de l'enfance en ligne, etc. Les mascottes existent. L'UIT a publié tous les guidelines, le lancement pour l'Afrique a été fait en octobre. La reine de Suède a été même la championne de cette initiative pour lancer tous les programmes législatifs. Donc, on ne réinvente pas la roue chaque fois. Toutes les spécificités existent. Il s'agit maintenant pour les auteurs nationaux de les adapter, d'adapter le costume à la mesure de leurs défis à eux, qui connaissent mieux que les autres, et de manière à mettre en place dans leurs réformes, dans leurs lois, ce qui les convient. Mais les mascottes existent, les modules existent dans toutes les langues de l'Union. On pourrait même voir, par exemple, je ne vois pas, qu'est-ce qui empêcherait qu'au Cameroun, le dialogue, les messages de cette mascotte, tout ce qui existe, soit mis en langue vernaculaire pour éveiller. Nous avons des radios communautaires faites par l'UNESCO, etc., à Ebolo, partout, etc., langue en Foufoulé. Nous avons des émissions en langue locale un peu partout, mais il faut véhiculer ces messages à tous ces parents qui constituent justement la grande menace. D'où vient la menace? Le cybercriminel ne va pas venir attaquer la cité de l'information, le cyberparc que le ministre va mettre en place au niveau de Yaoundé. Ils vont aller dans des zones reculées et c'est bien ce qui se passe. Tous les hackers, tous les truands qui font des malversations financières se cachent sur des routes quelque part, vont chercher des gens dans des villages peu informés, commencent à leur dire qu'ils ont gagné 1 million de dollars, il faut seulement qu'ils envoient 100 000 francs CFA pour des frais d'avocat de procédure. Ceux-là se jettent en parce qu'ils sont devenus riches et puis ils tombent dans l'escarcelle. Vous imaginez, sur 10 millions de personnes approchées, même si un seul million de personnes répond, 100 000 francs par 1 million de personnes, ça fait combien de milliards? Ils sont distraits. Donc, ces réseaux alimentent la fraude. Donc, il y a effectivement une plateforme de consultation permanente qui est là. Il y a utilisé un groupe, le groupe des technologies de l'information de l'Assemblée, etc. Parce que quand vous envoyez tous ces textes-là après, dans le circuit au Parlement, mais il faut expliquer à tous ceux qui vont décider des lois de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il y a et tout, etc. S'il n'y a pas là-bas un groupe de réflexion, de stratégie qui travaille aussi en permanence là-dessus, ben ce seront des allers-retours entre le gouvernement et le législatif. Après, en deuxième lecture au Sénat, il faut encore aller réexpliquer. Et donc, tout ce temps-là n'est pas propice pour des mesures urgentes. Alors, l'intelligence artificielle, c'est bien. Les logiciels qu'on peut mettre en place, c'est bien. Mais encore une fois, il y a une sensibilisation à faire au niveau des établissements scolaires, au niveau des enseignants. Autant on peut mettre l'hymne national, on lève le drapeau pour la citoyenneté devant l'école quand on commence la journée, autant quand l'instituteur doit commencer à donner les cours pour dire, bon, tous ceux qui ont eu les cours en ligne, etc., vous m'expliquez comment vous faites, quel mot de passe vous utilisez, ainsi de suite, etc. Voilà les prérequis qu'il faut savoir avant qu'on vous donne l'autorisation. Les groupes d'usagers, c'est cela. On ne peut pas laisser les enfants dire que comme il n'y a pas d'école, on le laisse accéder à tout et à n'importe quoi. Les écoles doivent dire que, bon, voilà, nos cours sont sur tel site qui est un site sécurisé, l'enfant doit suivre des modules qui sont prévus pour lui. Tout usage en dehors de ces sites qui sont sécurisés, protégés et donc bien compris, l'élève du CP2 ne va pas aller suivre les cours du CM2, même s'il est très intelligent. Mais au moins, on sait que s'il veut y aller par curiosité, c'est enfermé dans un module. Il ne va pas aller regarder des films karaté, des films violents où on parle de drogue, de sexe, etc., toute la journée, alors que ses parents pensent qu'il est en train d'étudier et d'apprendre. Donc, les contrôles parentaux, tous ces mécanismes existent. C'est dans la charte. Mais maintenant, effectivement, la répression, Interpol, les agences financières, etc. Tout ce qui... Mais oui, mais chacun doit jouer sa partition. C'est ce que je vous disais. Et que bien évidemment, il ne faut pas penser qu'une fois que l'État a mis les textes, etc., que le travail est fini. Nous sensibilisons en permanence. Mais là, vous allez voir que si l'UNESCO travaille avec les enfants, mais oui, mais UN Women travaille pour les femmes. Nous lançons, vous avez le centre technologique Paul Biya et
et notre ami fait des campagnes de sensibilisation avec le ministre de la Promotion féminine. Plus de 1000 femmes sont formées aux technologies de l'information et de la communication, à l'accès au réseau, etc. Elles savent ce que c'est, etc., encadrent mieux leur comité, et ça doit faire tache d'huile pour que dans chaque sous-communauté, celles qui connaissent expliquent les autres par justement des tables rondes, par des veillées pour discuter de tout cela. Et je pense qu'effectivement, nous oublions souvent un acteur qui est essentiel. Au moment où le Cameroun se lance dans une vaste loi de décentralisation en mettant des moyens dans les conseils régionaux, dans les communes, mais les communes, c'est très important. Qui connaît le mieux le citoyen dans un espace donné, et si ce n'est la communauté locale, la mairie locale, qui connaît ses habitants, qui connaît le nombre d'écoles, qui connaît ceci, cela, et qui doivent être en permanence associés à ces réflexions, à ces débats pour l'appropriation, la mise en place réelle sur le terrain. Donc, effectivement, la communauté internationale met des guides, des lignes directrices, essaie de voir avec des cas pratiques d'expérience les meilleures pratiques. Mais ne réinventez rien. Si ce qui a été fait au Pérou ou en Bolivie, dans un domaine précis, était un excellent cas d'exemple, vous pouvez l'appliquer chez vous, mais appliquez-le avec Exactement. 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 Les études mettent beaucoup de temps. Ça fait 20 ans qu'on parle de cette coalition de cybersécurité. Tous les pays commencent à avoir des lois sur la cybersécurité. Il y en a encore même qui n'en ont pas, ainsi de suite. Bon, les uns et les autres s'attellent à mettre en place le dispositif, mais la sensibilisation, la vulgarisation, etc., c'est du domaine c'est la première chose. Exactement. Effectivement, il faut mettre l'accent là-dessus. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci beaucoup. Comme le dit un des internautes, les lois seules ne suffisent pas et ne peuvent d'ailleurs pas suivre le rythme d'éthique. Donc, il faut impérativement une sensibilisation continue. Et j'ai particulièrement aimé ce que vous avez dit à propos des femmes, parce qu'en fait, quand on forme ces femmes et qu'on les sensibilise, elles aussi, à leur tour, elles vont sensibiliser leur communauté et ça fait effet boule de neige, ça fait une chaîne de sensibilisation. Alors, nous allons bientôt terminer, mais nous avons quand même deux questions qui s'adressent d'abord à Balkassi. Serait-il possible d'envisager une identification par empreinte digitale pour un compte unique sur Facebook, en mettant des garde-fous relatifs à la sécurité des données personnelles? Deuxième question, adressée toujours à Balkissa. Aujourd'hui, on voit des robots Internet à intelligence artificielle qui ont la capacité d'utiliser des fake comptes pour les rendre légitimes face aux algorithmes de Facebook. La question est de savoir si ces types de menaces sont prises en compte aujourd'hui par Facebook. Et une dernière question, cette fois-ci adressée à Madame le ministre, je pense, ou à Landry. Les deux peuvent répondre. Au Cameroun, pour signaler des dérives, à qui s'adresser et comment faire? Nous passons d'abord la parole à Balkassi, qui en profitera pour dire des recommandations et peut-être répondre aux deux questions. Très, très rapidement, Balkassi, si possible. Merci, merci Maïmouna, merci aussi aux participants pour les questions pertinentes qui sont posées et aussi pour les suggestions d'amélioration qui sont faites. Donc, merci pour la suggestion sur les empreintes digitales. Juste dire ici qu'il y a déjà en fait des outils qui sont à disposition des utilisateurs. Donc, on parlait tantôt du fait qu'il y a énormément de ressources, d'outils qui sont disponibles et de l'importance déjà de sensibiliser sur cela avant de faire, avant de penser à augmenter encore d'autres outils, ressources. Pour les empreintes digitales, vous savez, c'est beaucoup plus sur le device que sur la plateforme en ligne. Donc, c'est plus le téléphone en question ou l'ordinateur si on doit prendre les empreintes digitales. C'est plus ça. Et aujourd'hui, dans nos pays, combien de personnes ont véritablement accès à des smartphones qui leur permet en fait de prendre l'empreinte digitale? Si on veut mettre une solution qui est basée sur l'empreinte digitale, je vous dis qu'il y aura une large partie de la population qui seront en fait empêchés
d'utiliser l'Internet, et ça ne fera qu'augmenter en fait la fracture digitale en fait, parce que ce sont les personnes d'une certaine classe sociale qui pourront utiliser cet outil-là, qui pourront mettre leur empreinte digitale et pas les autres. Donc, ce sont des choses on doit penser à cela aussi lorsqu'on met en place des outils ou lorsqu'on développe des ressources pour la sécurité en ligne, s'assurer à ce que c'est utilisable par tous, c'est disponible pour tous. Donc, pour les faux comptes, il faut dire qu'il y a beaucoup qui est fait. Donc, juste pour vous donner quelques statistiques, donc dans le rapport sur la mise en œuvre des règles de Facebook qu'on publie chaque 4 mois, le dernier a été publié en novembre 2020 et couvrait la période de juillet à septembre 2020. On a communiqué là-bas que 1,3 milliard de faux comptes ont été supprimés par Facebook durant cette période de juillet à septembre 2020. Et 99,3% de ces comptes ont été détectés et supprimés par Facebook grâce à l'intelligence artificielle avant même que les utilisateurs ne nous signalent. Ça, ce sont les comptes qui ont été créés parce qu'avant même la création des comptes, il y a en fait des adresses IP qui sont bloquées d'accès à la plateforme parce qu'ils utilisent de c'est automated, en fait, la création des faux comptes. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Et je vous invite, si vous voyez des faux comptes, à nous les signaler également pour que nous puissions les examiner. Je finirai juste en rebondissant sur ce que... Exactement 7 minutes. Voilà, je vais juste rebondir sur ce que M. Jean-Jacques a dit. Je pense qu'il a bien clôturé avec les recommandations. Donc, il faut vraiment une implication des différentes parties prenantes, régulateurs, gouvernements, société civile, secteur privé, parents, tuteurs, encadreurs, enseignants, les jeunes. Il faut que toutes les parties prenantes soient impliquées. Il y a un besoin de continuer vraiment à multiplier les efforts, mais maintenant de manière beaucoup plus en synergie sur la sensibilisation, sur l'éducation à travers des programmes, à travers l'inclusion dans le curriculum même des écoles, vulgariser les ressources qui sont adaptées. Et sur l'aspect régulation, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas mentionné, qui est la charte de Malabo, en fait, qui malheureusement n'a pas été, a un faible taux de signature et ratification dans la région, mais qui est aussi une bonne base en fait pour la sécurité en ligne des enfants. Et bon, en tout cas, je dirais juste merci à tous vraiment pour les belles contributions. Et nous, à Facebook, on reste disponible pour de nouveaux partenariats. On reste disponible pour contribuer à la charte sur la sécurité des enfants que le Cameroun est en train de développer. On est disponible pour partager les ressources que nous avons développées et prendre part à tout dialogue qui serait organisé dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup. Merci, Balkissa. Alors, je vais passer. Maïmouna, je pense que... Oui, moi j'ai déconnecté mon micro. Donc, Madame le ministre, le temps, malheureusement, est très court. Donc, on vous donne 1 minute 30 pour dire au monsieur à qui signaler des dérives au Cameroun, s'il en existe, et voilà, dire au revoir aux participants. Merci. Je n'ai pas suffisamment parlé de l'antique. On a une agence qui a un numéro court, c'est le 95. Et sans oublier que la police judiciaire a également les numéros. Mais il se trouve encore que les gens ne sont pas prompts. Ils ne connaissent pas déjà leurs droits et ne sont pas disposés à aller se plaindre. Donc, je voudrais revenir pour dire que c'est un problème complexe, la cybersécurité. Les opérateurs de téléphonie mobile, la société civile l'a évoqué, mais il faut comprendre qu'à l'époque où ils sont arrivés, eux, ils savaient là où ils allaient et les pays les ont accueillis comme ça. C'est maintenant qu'on est en train de vouloir remettre chacun sur les rails pour qu'on travaille ensemble, cette coalition, parce qu'on a intérêt à avoir un cyberespace protégé. Et le chef de l'État au Cameroun a mobilisé tout le gouvernement pour que nous connections tout le monde, mais dans un cyberespace sécurisé. Et il nous a engagés
dans cette vaste campagne de développement d'une culture de la cybersécurité. Et je crois que c'est le bon moyen. Chacun saura à quoi il s'expose. Internet, c'est bon, mais Internet a également les dangers. Je vous remercie et nous sommes disposés pour d'autres occasions de partage comme celle-ci. Et je crois que c'est quand on aura pris conscience qu'on saura se protéger soi-même. C'est un mouvement mondial. Le Cameroun ne fait pas l'exception. On ne peut pas arrêter, mais il faut bien se protéger. Si vous ne vous protégez pas, vous ne programmez pas, c'est les autres qui vont vous programmer. Merci. Merci, Madame le ministre, c'est très bien dit. Et j'espère que vous serez entendus par tous vos homologues africains. Alors, je donne la parole à Landry pour son dernier mot et je finirai avec Jean-Jacques qui a déjà donné de très bonnes recommandations à tout le monde. Landry, à vous pour le dernier mot en 1 minute 30. D'accord, merci Maïmouna. Merci déjà pour tout le grand intérêt que Madame le ministre a évoqué. Donc, cela nous rassure, en tant que société civile. Je crois, M. Massima également, je crois, avec l'UIT, ce que nous allons faire, c'est déjà, bon, c'est vrai que la COVID-19 est venue un tout petit peu changer les habitudes en matière de sensibilisation, etc. Mais nous sommes censés nous adapter à cette nouvelle donne. Mais nous allons déjà, Madame le ministre, déjà lui dire, nous allons lui proposer déjà une approche qui aura un impact beaucoup plus porteur. Et nous restons surtout focalisés sur cette nécessité qu'il y ait cette plateforme de concertation qui doit être permanente. Je crois que tous ces homologues seraient certainement honorés de participer à une pareille concertation et qui doit se tenir au moins une fois par mois, afin que tous, c'est-à-dire l'État, la société, que nous regardions, y compris des partenaires internationaux comme Interpol, comme l'IUT, et voilà, donc pour que tous ensemble nous regardions, OK, quel est le chemin parcouru déjà à notre niveau en matière de protection à l'enfance en ligne, quels sont des manquements, quelles sont des perspectives, quelle est la prospective, donc ce sera beaucoup plus évident en attendant déjà que la loi que la loi soit effective. Mais, comment dire, comme M. Massima l'a bien souligné, la sensibilisation, et elle sera beaucoup plus effective quand déjà l'enfant, parce que l'enfant doit être son premier gardien. Parce que généralement, quand l'enfant se plaint, c'est quand il a subi. Donc, ce que nous devons faire, c'est empêcher que l'enfant soit déjà abusé. Et cela ne peut participer pas à la culture même de l'enfant. Donc, empêchons que l'enfant soit victime. Et cela passe par l'éducation. Et l'éducation, ce sera beaucoup plus facile pour l'État d'éduquer l'enfant à travers une réforme simple des manuels scolaires sur la question des TIC. Bon, maintenant, nous, en tant que société civile, le MINPOSTEL, la RT, l'Antique, l'IUT et d'autres partenaires comme l'UNICEF également, nous viendrons tout simplement appuyer ce que l'école a commencé. Donc, parce que déjà, les parents, vous savez que nos parents, nous sommes même nous-mêmes étant de cette époque, nous avons du mal à nous adapter à l'évolution des technologies. Donc, ce sont les enfants qui passent beaucoup plus de temps sur leur smartphone. Je suis désolée de vous couper, M. Landry. Je sais que le sujet est tellement passionnant et ça vous passionne tellement que vous ne pourriez passer toute la journée pour en parler. Mais malheureusement, le temps est pratiquement terminé. Je vais juste donner le dernier mot à Jean-Jacques, qui, je l'espère, sera beaucoup plus concis. Vous savez, j'adhère à votre objectif. Ce que je voudrais, c'est dire simplement un message d'espérance pour dire que dans les activités qui sont planifiées pour 2021 jusqu'à 2023, nous avons, dans le cadre de l'assistance réglementaire, prévu qu'il faudrait que les pays pensent à établir des task force de jeunes aussi. C'est-à-dire, vous êtes en train de parler de choses qui concernent des gens qu'on n'associe pas assez. Alors, nous avons ces tribunaux de jeunesse, les parlements de la jeunesse, un certain nombre d'entités de jeunes qui doivent être associées à cet effort. Et donc, c'est ce qui est prévu, étant entendu que l'assistance sur la partie nationale est à la demande des pays. Quand un pays, nous avons des lignes directrices, nous avons tout ce qu'il faut. Quand un pays demande de mettre en place une assistance appropriée, nous avons tout l'attirail de développeurs qui vont jusqu'à créer pour les enfants de moins de 13 ans des jeux
des jeux de sensibilisation et des applications mobiles pour les jeunes de moins de 18 ans qui seront développés pour accroître, n'est-ce pas, donc la vigilance dont je parlais et mieux partager le savoir-faire sur cela. Donc, ces jeux même, ceux qui sont déjà développés dans les programmes de formation pour les parents, pour les gardiens, dans les centres préscolaires, les éducateurs, parce qu'on met des tablettes dans les mains des enfants, et puis après, les enfants pensent que c'est la liberté totale d'usage de tous ces jeux et jouets qu'on met à leur disposition, et on oublie souvent l'éveil de la conscience sur les dangers, les difficultés, ce qui leur est autorisé, afin de leur permettre de s'épanouir pleinement et de ne pas gaspiller leur enfance et leur jeunesse sur des préoccupations qui sont des préoccupations des adultes. Donc, je voudrais vous remercier pour cette initiative, vous dire que, bien évidemment, l'UIT est à la disposition avec l'ensemble de la task force. Il n'y a pas que nous à Yaoundé, nous avons toute une équipe qui travaille là-dessus. Le COP Africa a été lancé en octobre en 2020. Le plan de travail pour l'ensemble des pays qui le demandent est en route et nous sommes à votre disposition pour essayer d'aller plus en avant pour cette meilleure sensibilisation des uns et des autres avec l'appui du gouvernement et de la société civile en général. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous. Merci, Madame le ministre, pour vraiment les éclairages que vous nous avez donnés. Merci à M. Jean-Jacques, à Landry, à Balkissa. Je pense que les réactions des participants sont assez, disons, nous montrent assez que ce débat a été riche et très, très apprécié. Il reste juste à espérer que ce que nous avons dit ici sera mis en œuvre réellement, que toute la communauté africaine comprenne, comme l'a dit Madame le ministre, que c'est un combat de tous, parce que le numérique, il faut le dire, on ne peut plus s'en passer, mais il faut, comme l'ont dit l'ensemble des panélistes, se prémunir des dangers et surtout prémunir notre jeunesse de ces dangers-là qui sont parfois très sournois, qui ne sont pas visibles d'un seul coup. Alors, merci beaucoup à Facebook, merci à Digital Live pour ce panel très riche. Nous vous donnons rendez-vous très, très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.